Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Nous sommes le 17 avril, journée mondiale de l'hémophilie, une maladie rare. Au Sénégal, un peu plus de 400 cas sont enregistrés. L'hémophilie, qui est héréditaire, est caractérisée par une impossibilité pour le sang de coaguler. Les acteurs de la santé insistent sur la sensibilisation à l'occasion de cette journée. Dans l'actualité également, la mise en place d'un système de pointage numérique pour imposer la ponctualité et l'assiduité aux fonctionnaires de l'administration. La mesure est bien accueillie par certains Sénégalais. Leur réaction à suivre dans ce journal. Dans l'actualité internationale, l'Iran, outré par la situation à Gaza, la République islamique chiite déplore le manque de soutien et de solidarité des pays arabes à la Palestine. Réaction de son ambassadeur au Sénégal à suivre. Et puis, comme tous les mercredis, vous aurez la rubrique Découverte. Elle nous mène ce soir dans la basse Casamance, à Niamone, un village peuplé par les Baïnouk. La localité garde son identité culturelle et l'enclavement reste le principal problème de ses habitants. Deuxième conseil des ministres du gouvernement Diomaye Sonko 1. En attendant d'en savoir un peu plus sur les décisions issues de ce conseil des ministres, les Dakarois livrent leurs attentes. La réduction du coût de la vie et l'emploi des jeunes sont les principales urgences pour beaucoup d'entre eux. Des questions sur lesquelles ils attendent beaucoup d'efforts de la part du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. C'est un reportage de Mamadou Dia et Barasowa. La réduction du coût de la vie en première ligne des attentes, une réponse automatique de Thierno Seydou Diop, ouvrier paveur sur les deux voies Score Liberté. Il faut réduire le coût de la vie, le prix du riz, de l'huile et même le prix du ciment. Il faut alléger les coûts de la location et apporter des solutions sur la question de l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes tel une patate chaude entre les mains des gouvernements précédents, plus que jamais une urgence selon Mohamed Salif Zongo, jeune technicien de maintenance en informatique et livreur. On voulait qu'il s'attaque vraiment au sujet des jeunes, l'emploi des jeunes, parce que si on voit que des jeunes qui sont là avec des Jakarta en pagaille dans toute la région de Dakar, tu vois, c'est le chômage presque qui amène ça. En tenue de travail visage poussiéreux, Abdoulaye Bessoum attend avec impatience la renégociation des contrats. Ils avaient promis de renégocier tous les contrats pétroliers, gaziers et les autres pour l'intérêt du Sénégal. Ils doivent travailler pour l'intérêt du pays. Pour lui, tout comme Thierno Seydou et Mohamed Salif, il n'y a plus de temps à perdre. Je vous lisais tout de suite un système de pointage numérique pour imposer la ponctualité et l'assiduité à certains fonctionnaires et autres agents de l'administration sénégalaise. La nouvelle est bien accueillie par bon nombre de Sénégalais. D'après eux, elle devrait permettre de rendre l'administration plus productive. Le reportage est signé Mamseina Boubabou et Moussa Dia. Dans sa politique de Jubel Jubanti, le président de la République invite les fonctionnaires à la rigueur, d'où la mise en place d'un système de pointage au sein de l'administration. Une initiative saluée par Ibrahim Sow, victime des retards de certains agents de l'État. Pour l'administration, je trouve que c'est une très bonne chose. Très bonne chose, parce que des fois tu as des papiers administratifs à faire, vous allez dans l'administration, c'est tout un problème. Ils ne respectent pas les horaires normaux. Et là, je remercie le président Diomaye Faye pour cette initiative. Ce Sénégalais résidant à Londres estime que cette disposition va inciter les agents à être à leur poste à l'heure. Je pense que c'est une chose qui est très importante parce que ça fera que les gens soient sérieux au travail, ça fera que les gens, s'ils viennent à l'heure et repartent à l'heure, que le travail soit fait. Et je pense que c'est une bonne initiative aussi. Il est convaincu que le pays connaîtra un changement avec ce nouveau régime. Pour ce travailleur, les fonctionnaires seront désormais assidus et ponctuels. Bon, comme il y a un régime qui est passé, il y a l'autre nouveau régime là. C'est normal, on va essayer pour voir comment les choses vont se passer. Il y a des gens, on ne travaille pas même heure. Il y a des gens qui viennent à 10h, 11h, tu s'en vas en même temps, c'est pas normal. C'est ça, nous, on veut même, nous les Sénégalais même. On veut changement.
Avec le système de pointage, des Sénégalais espèrent que les retards et absences seront désormais de mauvais souvenirs au sein de l'administration. Allons à présent à Thiès, Ndiayène Sira, plus précisément, où le mouvement Andsoukali Ndiayène Sira dénonce le manque d'infrastructures de base. Le mouvement interpelle également le nouveau régime sur l'enclavement de cette localité, enclavement dû au mauvais état des routes et la spéculation foncière. Isidore Alexandre Sen et Sambafal pour les détails. Fini la page de l'élection présidentielle, Ndiayène Sira met sur la table du gouvernement ses doléances. Avec lui. Maintenant que les élections sont terminées et que le président Bassirou Diomaye Faye a largement gagné les élections et que nous avons un nouveau gouvernement, il est temps pour moi d'étaler les problèmes de ma commune, ma terroir qui est Ndiayène Sira. Le problème majeur aujourd'hui, c'est la route Khombole-Ndiaganiao. Je ne dis pas seulement Khombole-Ndiaganiao parce que la route arrivée à Mbewan a fait demi-tour. Et on voudrait que la route puisse venir jusqu'à Boulorten. Plus de la route Khombole-Ndiaganiao à parler de la route Khombole qui passe Ndiayène Sira pour aller à Fissel, Badal. Donc ça aussi c'est un combat que nous allons porter pour que cette route-là puisse venir jusqu'ici. Le président du mouvement Andsoukali Ndiayène Sira évoque ce qu'il considère comme une injustice sur la gestion foncière. Il y a des hommes de l'homme qui ont décidé de bazarder les terres des populations. J'en ai porté pas mal de combats, notamment avec les jeunes de Mbewan Tchatchaou, les jeunes de Kaba, les jeunes de Mbewan Dorong, où des populations ont eu des problèmes avec des bailleurs qui ont voulu prendre 500 hectares de leur terre pour mettre en place un projet qui n'est pas bon, ni sur le fond, ni sur la forme. Et je serai là à combattre cette injustice-là pour que ces terres-là puissent rester entre les mains de ces populations. La population de Ndiayène Sira peut bien vivre de son potentiel foncier. Elle demande d'être accompagnée par des moyens pour cultiver la terre. Nous sommes dans une zone agricole où les populations sont toujours dans les champs, mais il manque les moyens matériels et les moyens financiers pour faire leur exploitation. Dans les doléances figurent l'emploi des jeunes et l'épanouissement des femmes. Nous avons des jeunes très dynamiques, travailleurs dans tous les secteurs. C'est des jeunes diplômés, des cadres et qui voudraient aussi être accompagnés. Ces jeunes diplômés-là qui sortent de l'université et qui ne parviennent pas à trouver du travail, il faut qu'on les aide dans les programmes d'insertion professionnelle. Et moi, je vais porter ce combat-là pour que tous ces jeunes diplômés-là qui cherchent du travail et qui peinent à trouver du travail, qu'ils puissent avoir du travail à travers les programmes que le nouveau gouvernement va mettre en place pour les jeunes, Inch'Allah. Je vous l'annonçais dans les titres, ce mercredi 17 avril est célébrée la journée mondiale de l'hémophilie, une maladie rare, peu connue. Au Sénégal, par exemple, seuls un peu plus de 400 cas sont enregistrés. L'hémophilie est héréditaire, hémorragique et caractérisée par un défaut de coagulation du sang. Et à l'occasion de la célébration de cette journée, les acteurs de la santé se mobilisent pour sensibiliser la population sur cette maladie pas assez connue. Aïssatouka. Plus de 400 cas d'hémophilie, une maladie sanguine qui avance au Sénégal. Les acteurs de la santé profitent de la journée mondiale de la lutte contre l'hémophilie pour lancer l'alerte. L'hémophilie est une maladie du sang qui se caractérise par un temps de coagulation qui dure plus longtemps que la normale. C'est-à-dire les personnes qui sont atteintes d'hémophilie, lorsqu'ils se blessent, ils ont une hémorragie interne ou externe. L'hémorragie dure plus longtemps et il y a beaucoup de difficultés à stopper cette hémorragie-là. Le président de l'association des hémophiles déplore également la non-effectivité des traitements pour les patients. La maladie est présente parce qu'aujourd'hui, en termes de statistiques, nous avons recensé un peu plus de 400 personnes qui sont atteintes de troubles de la coagulation, dont l'hémophilie. Par rapport au traitement, le traitement est disponible, mais le traitement, nous l'avons grâce aux dons que nous recevons de la Fédération mondiale de l'hémophilie. C'est un médicament qui, je peux dire, n'est pas commercialisé au Sénégal. Donc si aujourd'hui les dons de la Fédération mondiale sont stoppés, on peut dire que le traitement ne serait plus accessible. Pour faciliter la prise en charge des malades, le directeur de la lutte contre la maladie au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place des stratégies. Les malades qui sont suivis sont accompagnés dans le cadre de l'auto-soin
C'est eux-mêmes qui peuvent faire leur propre injection. Mais également, nous leur donnons toutes les connaissances, en tout cas les informations, pour qu'ils puissent prendre en charge eux-mêmes à domicile les saignements, mais aussi prévenir ces saignements. Alors, à côté de cela également, nous avons un vaste programme de décentralisation, parce que parmi nos malades, il y en a qui habitent dans les coins et recoins du Sénégal. Et aujourd'hui, au niveau des régions centre, nord et même sud, nous avons mis en place des interrégionales avec un renforcement de capacité de nos agents, mais également une mise à disposition des facteurs qui sont les principaux produits qu'utilisent ces malades au niveau de nos banques de sang. Pour cette journée mondiale de l'hémophilie, célébrée ce mercredi au CNTS, les acteurs de la santé en ont profité pour sensibiliser les citoyens sur un mal qui prend de l'ampleur au Sénégal. Parlons à présent de la suspension de la vente aux enchères de la bibliothèque personnelle de l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Eh bien, il y a rien à crier victoire selon le président de l'ONG Afrique Patrimoine, Sali Alassane Thiam, invite l'État du Sénégal à revoir sa politique de sauvegarde de notre patrimoine national. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on ne doit pas crier victoire. C'est-à-dire que on a réussi notre premier objectif de suspendre cette vente. Et la bonne nouvelle, c'est que l'État sénégalais, à nouveau, s'est mis en avant sur ce sujet pour arrêter la vente et acquérir la totalité du patrimoine de la bibliothèque de Senghor. Quel enseignement doit-on en tirer? Quelles questions doit-on nous poser réellement en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains? Aujourd'hui, l'État sénégalais ne doit pas se positionner en tant que sapeur-pompier pour venir éteindre des incendies à chaque fois qu'il y a des urgences. Cette question aujourd'hui qu'on a vécue doit nous remettre en question et de dire quelle politique particulière à la sauvegarde de nos patrimoines on doit mettre en place. Ça, c'est une question légitime. Il y a une réflexion profonde depuis des années qui sont menées par notre ONG. Il y a un ouvrage qui a été écrit sur le sujet sur comment les pays africains doivent s'organiser pour protéger leur patrimoine. Je rends hommage au Sénégal, je rends hommage à l'ensemble de la jeunesse africaine, à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise qui ont participé à cet élan de solidarité pour nous faire entendre à l'international. Car oui, des médias internationaux ont repris notre vidéo qu'on a fait le vendredi dernier. Il y a eu des partages dans les réseaux sociaux. Cette solidarité générationnelle montre que à chaque fois qu'on a des sujets qui nous tiennent à cœur, on a la possibilité de taper sur la table et de nous faire entendre dans le monde entier. Donc je vous remercie tous et vous donne rendez-vous pour les prochaines étapes. Les prochaines étapes consisteront déjà au retour de cette bibliothèque au Sénégal, mais également quelles sont les actions concrètes qu'on doit nous mener au niveau du Sénégal, quelle vie donnera-t-on à ces objets, à ces patrimoines particulièrement, et comment on doit s'organiser pour mettre en place au Sénégal une vraie politique de sauvegarde de nos patrimoines. C'est ça l'urgence d'aujourd'hui. Et puis les livres ont-ils vraiment la place qu'ils avaient dans les établissements scolaires? Existe-t-il réellement de vraies bibliothèques scolaires? Sont-elles assez fréquentées, assez alimentées en livres au lycée mixte de la Fosse et au lycée Blaise Diagne par exemple? Les bibliothèques ne sont pas très fréquentées par les élèves et les livres y manquent également. Le reportage est signé Mariama Diallo et Barasowa. Lycée de la Fosse, les élèves forment de petits groupes sous les arbres dans la cour. À la bibliothèque, seule une dizaine d'élèves s'attablent en train de lire des ouvrages. Bakary Sané en fait partie. Il affirme fréquenter souvent ces livres. On est venu pour lire, pour prendre des livres jusqu'à la fin de l'année parce que la bibliothèque nous permet d'avoir des livres gratuitement parce qu'il y a des parents qui n'ont pas les moyens de s'acheter des livres et la bibliothèque nous permet de prendre des livres gratuitement jusqu'à la fin de l'année et ça c'est une vraie importance pour notre école. Puis on fréquente régulièrement. Là, en ce moment même, le prof n'est pas venu. C'est pour cela qu'on est descendu ici pour lire, etc., pour économiser notre temps. Trouvé en pleine discussion avec deux élèves venus emprunter des livres, la responsable de la bibliothèque note un faible taux de fréquentation de ce lieu important pour l'apprenant. Selon Safia Total, les élèves n'ont pas l'amour de la lecture. C'est extrêmement important, c'est tout. C'est tout. Maintenant, les élèves ne fréquentent plus comme avant. Mais il y en a quand même quelques qui viennent, qui aiment bien faire, qui viennent demander qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'on peut emprunter et tout ça. D'ailleurs, vous avez trouvé deux élèves qui empruntaient des fascicules d'arabe.
et des livres de PC, de physique-chimie. À l'heure de la pause, au lycée Blaise Diagne, quelques élèves sont trouvés au milieu de la cour. Ici, près de la moitié des élèves fréquentent les 2 bibliothèques de l'établissement. Hassana Toutal en est la bibliothécaire. En général, les élèves viennent durant l'heure de la pause parce que durant les autres heures, ils sont en classe. Mais de 12 à 13 heures, ils ont une pause de 1 heure de temps. Ils en profitent pour venir à la bibliothèque, soit pour feuilleter quelques livres et s'en aller. Mais il faut en plus d'emprunt là. Peut-être 50%, fréquenter la bibliothèque. Ces responsables de bibliothèque souhaitent un renforcement des œuvres littéraires, des livres de langue, entre autres. Tout à fait autre chose à présent, des devises en billets noirs d'une contre-valeur de 5 milliards de francs CFA ont été interceptées par le poste de douane de Tanef, c'est dans la région de Kolda. Les faussaires, au nombre de 4, dont 2 de nationalité sénégalaise et 2 de nationalité étrangère, ont été appréhendés dans une auberge à Goudomp. Ils détenaient par devers eux les 10 billets noirs dont l'intention de procéder à leur lavage. Écoutons à ce propos le colonel Malan Diédiou, c'est le directeur régional des douanes du Sud. Cela atteste la détermination de l'ensemble du personnel des douanes Sud qui fait de cette lutte contre la criminalité transnationale organisée une priorité. C'est la raison pour laquelle je voudrais, au nom de M. le directeur général des douanes, au nom du DOD et à mon nom personnel, féliciter le chef de subdivision de Kolda, le chef de poste de TANAF et l'ensemble des agents de TANAF pour l'excellent travail réalisé. Comme vous le savez, ils ont fait montre d'un professionnalisme pour barrer la route à ces faussaires qui, aujourd'hui, de plus en plus se manifestent à travers ce genre d'opération. Et cela est l'occasion pour nous de rappeler les effets pernicieux du faux monnayage qui, dans un lot d'effets néfastes, contribue à baisser considérablement la valeur de la monnaie authentique. Ce qui crée du coup une inflation, c'est-à-dire une augmentation générale et durable du prix, du coup impactant sur la capacité du consommateur à pouvoir faire face à certains défis. C'est la raison pour laquelle nous réaffirmons encore une fois notre détermination à combattre ce fléau avec toutes les stratégies que cela implique. Et puis le pèlerinage au lieu saint du catholicisme aura lieu du 15 août au 24 septembre du 24 août plutôt au 15 septembre 2024 et selon le président du comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques, 350 pèlerins qui porteront le nom de pèlerins de la paix sont attendus cette année. Ils vont parcourir 6 États en 21 jours. Monseigneur Paul Abel Mamba est au micro de Clément Nicolas Diao et Séléman Diallo. Nous sommes en mesure de rassurer tous les futurs pèlerins que toutes les dispositions seront prises pour leur permettre de vivre un bon pèlerinage cette année, dans les conditions classiques de sécurité et de confort. C'est cela notre prière. Et avec l'intercession de la Vierge Marie, la première en chemin, nous préparons sereinement l'édition de ce pèlerinage, de sorte que, comme pour les dernières éditions, ce pèlerinage 2024 réponde à nos espérances en se déroulant de bout en bout dans la paix. Ce signe évangélique sous lequel nous avons précisément placé l'édition de cette année. Les inscriptions se poursuivent depuis le 8 avril dernier, au prix de 3 500 000 francs de francs CFA, conformément aux dispositions contenues dans le communiqué publié le 3 avril 2024
dans les paroisses et autres plateformes numériques. Nous entendons convoquer 350 pèlerins avec le soutien de l'État, premier partenaire de l'Église de notre pays, et des chancelleries dont je voudrais ici magnifier la bonne collaboration avec le Saint-Père. Et dans l'actualité internationale, si Israël ose encore s'attaquer à l'Iran, il le regrettera. Ce sont des mots de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal, invité de l'émission à Diplomatie sur e-radio. Hassan Asghari déclare que la riposte de son pays contre l'État hébreu était en réaction à l'assaut contre son consulat à Damas, où 7 gardiens de la révolution ont trouvé la mort. L'Iran, outré par la guerre à Gaza, la République islamique chiite déplore le manque de soutien et de solidarité des pays arabes à la Palestine, selon son ambassadeur au Sénégal, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Gueye Kassé. Malheureusement, les pays islamiques n'ont pas à l'unanime la même vision sur la question israélo-palestinienne. Certains avec force et avec sans hésitation soutiennent le peuple palestinien. D'autres à la visibilité de soutenir les Palestiniens. L'imam Khomeini, 40 ans passés, avait même dit un mot. Si chaque pays islamique, les peuples qui vivent là-bas prennent un seau d'eau pour le verser à Israël, Israël sera tranquille. C'est-à-dire on ne parle plus de problème. Donc si tous les pays musulmans ou les pays arabes soutenaient la cause palestinienne, aujourd'hui on ne va pas arriver à ce stade. La rubrique découverte de ce soir nous mène dans le département de Bignona, village de Niamone, un village composé de 5 grands quartiers. La localité est peuplée par les Baïnouk et garde encore son identité culturelle, et malgré sa proximité avec Bignona et Ziguinchor, Niamone est très enclavé et la seule activité reste l'agriculture. Hassanba et Daouda Sambou. Niamone, une localité située entre les communes de Ziguinchor et Bignona, avec une position géographique enviable. Ce village du département de Bignona porte le nom de cette même commune, ce qui prête parfois à une confusion, selon le chef de village. Bon, Niamone, il y a village de Niamone et commune de Niamone. Les gens font cette confusion-là. Niamone, c'est 5 quartiers. Niamone est constitué de Djilaougué, Badjoual, Kemour, Kassankil et Kandjoumbe. Maintenant, c'est le nom de Niamone qui a donné le nom de la commune de Niamone. Niamone fait partie des plus anciens villages de la Casamance et son nom, qui vient de la langue Baïnoung, explique tout, selon le chef de village. Le nom de Niamone, ce qu'on nous a dit, il paraît que ça vient de Bignamon. Bignamon, c'est le guerrier. Le guerrier, celui qui fait la guerre. C'est en langue Baïnouk. C'est le Baïnouk. C'est le Baïnouk qui a fondé ce village-là. Niamone fait partie des rares localités en Casamance où la langue Baïnoung est la plus parlée, une tradition bien respectée depuis plusieurs générations. Non, ils sont là. Il y a beaucoup de Baïnoung ici. C'est comme ici, c'est le Baïnoung qui domine. En Casamance, comme vous l'avez dit, c'est les premiers habitants. Mais il y a beaucoup de Baïnouk. Les gens disent que les Baïnouk ne sont pas nombreux. Non, avec nos rencontres, les jumelages que nous faisons, mais on se retrouve. Il y a beaucoup de Baïnouk. Il y a beaucoup de Baïnouk. Donc on peut dire que Niamone, c'est un village Baïnouk. C'est un village Baïnouk. C'est un village Baïnouk. Les autres ethnies sont venus les trouver ici. Ouais. Contrairement à d'autres localités où les Baïnouk se sont déplacés
pour laisser la place aux autres. À Niamon, ils ont décidé de rester jusqu'à en faire une localité exclusivement Baïnounk. Mais c'est ça qu'il nous disait parce qu'il ne veut pas l'emmerdement et l'encombrement. Quand il vient, il préfère se déplacer, aller habiter quelqu'un et te laisser. C'est la paix, quoi. Il veut la paix, quoi. Ouais. Mais en quittant, il laisse d'autres. Il laisse d'autres. Dans tous les villages où les Baïnoukos ont quitté, il y a des gens qu'ils ont laissés là-bas. Aujourd'hui, beaucoup de Maskans en Casamance sont d'origine Baïnouk, d'après le chef de village, qui apporte des précisions. La culture là, bon, puisque nous sommes les premiers habitants, il y a d'autres même, ils ont copié de la culture Baïnouk. Si je parle du Kumpo là, le Kumpo c'est purement Baïnouk. Il y a d'autres même qui nous disent que c'est le Cancron, c'est une culture purement Baïnouk. Mais avec la cohabitation, avec les autres ethnies, bon, ils ont copié sur les Baïnouk. Dans cette localité, comme beaucoup d'ailleurs en Casamance, la principale activité reste l'agriculture. Oui, on a assez d'espace là. Oui, assez d'espace. Mais avec le manque de moyens, vraiment les gens ont tendance à abandonner l'agriculture. Parce que cultiver avec le kajando pour nourrir une famille, c'est difficile, c'est pas facile. Malgré sa proximité avec Ziguinchor et Bignona, l'accès à Niamon pose un véritable problème, surtout pendant l'hivernage. Hassan Ba, merci, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.